Le soldat venait de laisser tomber son sac à dos lorsqu'il s'est figé. Sa fille était assise à côté de la mangeoire du cheval, ses petites mains plongées dans la nourriture, pleurant en les portant à sa bouche. Combien de temps un enfant doit-il endurer avant que la nourriture pour cheval devienne son seul repas? Et que feriez-vous si le véritable responsable était quelqu'un de votre propre famille? Le doux tapotement de ses mains contre le tonneau en bois résonnait rythmiquement, lentement, enveloppé dans le genre de silence qui engloutit tout. Personne n'avait appris à une fillette de 7 ans à ramasser de la nourriture pour chevaux à main nue, mais lorsque c'est la seule chose qui reste pour survivre, l'instinct l'emporte toujours sur la raison. Elle n'avait pas choisi ça. Elle obéissait simplement à la seule impulsion qui l'empêchait de s'effondrer de faim. Andrés se tenait à moitié caché derrière la clôture en bois pourri, la ligne où l'enfance se terminait autrefois et où commençaient les fardeaux d'un homme. Le temps n'avait rien effacé de sa mémoire. Il n'avait laissé qu'un vide, et une sorte de froid qui montait de la poitrine et se répandait dans ses bras. Bien qu'il porte encore son uniforme militaire usé, il a manqué chaque moment qui comptait. Sa mère est morte sans lui dire au revoir. Sa femme est partie, ne laissant derrière elle qu'une note plus mince que le silence. Et sa fille est née à une époque où la guerre semblait plus urgente que l'amour. Maintenant, Raphaël, le beau-père qui le regardait autrefois avec dégoût, était celui qui décidait qui pouvait mettre le pied sur cette terre. Andrés se dirigea lentement vers le son. Chaque pas était tiré vers le bas par le poids du sol sous ses pieds. L'odeur du fumier et des aliments humides était accablante, mais c'est la douleur lancinante dans sa poitrine qui le fit s'arrêter. Son cœur battait à tout rompre, comme si chaque année qu'il avait manqué en tant que père se frayait un chemin vers la surface. Elle était là. Une petite fille recroquevillée à côté du tonneau en bois. Ses petits pieds fermement plantés dans la terre, accrochés à la seule chose solide qu'elle connaissait. Ses mains tremblantes ramassèrent des poignées de nourriture, mélangées à des peaux de bananes ratatinées, et les portèrent à sa bouche sans regarder. Au milieu des cheveux emmêlés et de la peau brûlée par le soleil, il y avait une trace familière qui arrêta net Andrés. Elle n'a pas levé les yeux. Elle baissa la tête, déjà habituée à être vue mais jamais protégée. De l'autre côté de l'écurie, la voix de Raphaël résonna, aiguë, rauque, plus d'ordre que d'inquiétude. Continue à manger, aboya Théil. Les chevaux mangent ça depuis 10 ans et ils ne meurent pas. Toi non plus. Si tu veux te remplir le ventre, apprends à mâcher comme un animal. Il désigna l'écurie d'un doigt tremblant. Ses yeux écarquillés, ses pas martelant la terre sèche avec fureur. Ce n'était pas la voix d'un vieil homme grincheux. C'était quelqu'un qui avait depuis longtemps perdu patience face à la présence d'un enfant abandonné. Lucie. Ce n'était pas un cri, ni une supplication. Mais dans l'esprit de la petite fille, cela ressemblait à quelque chose d'irréel. Ce nom n'existait que dans les rêves. Elle leva la tête, les yeux dans le vague, comme si elle cherchait dans la poussière la preuve que le rêve était devenu réalité. Ses pupilles sèches, remplies de terre, oscillaient entre l'espoir et la peur. Elle n'a pas répondu avec des mots. Mais son petit corps a cessé de trembler. Raphaël ricana, « Pourquoi es-tu revenu? Si tu n'es qu'un soldat incapable de s'occuper de sa fille, alors que fais-tu ici? Je l'ai élevée avec chaque cuillerée de riz, chaque seau d'eau du puits, pas avec vos médailles et vos diplômes. Regardez-la. Même pour manger, elle a besoin que je lui dise ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Même avec la nourriture pour chevaux. Elle a faim? Alors laissez-la manger. Personne ici ne la supplie de rester en vie. » Andrés n'a pas répondu. Ses yeux restèrent fixés sur la fille, sans cligner des yeux, sans bouger. Elle était toujours assise. Une main poussa lentement la boîte en bois sur le côté, comme pour faire de la place à quelque chose de familier. Un silence s'installa pendant quelques secondes. Puis sa voix se fit entendre, si douce qu'on ne pouvait l'entendre que si l'on écoutait entre les murmures du vent. « Tu es vraiment mon papa, dit-elle. J'ai assez mangé. S'il te plaît, ne crie plus sur grand-père. Il y a des mots qui peuvent mettre à genoux même le soldat le plus endurci. Comme marcher sur une fissure invisible dans l'âme. » Andrés s'agenouilla. Son front toucha le sol, non pas en signe de révérence, mais comme s'il recevait un verdict rendu par sa propre conscience. Le père en lui, celui qui était tombé d'innombrables fois au cours des missions, n'était plus qu'un homme qui apprenait à marcher à nouveau aux côtés de la fille qu'il avait autrefois laissée derrière lui. Don Raphaël s'avança. Il n'y avait pas une seule trace de remords dans ses yeux. « Elle est en vie grâce à moi, » a-t-il déclaré. « Et maintenant tu te souviens que tu as une fille. » Andrés s'est levé.
Sa voix était grave, chaque mot tombant comme une pierre dans le silence. Je ne suis pas venu pour me justifier, ni pour vous remercier. Je suis revenu parce que ma fille a besoin de moi. Tu t'es occupé d'elle alors que personne d'autre ne le faisait. Mais à partir de maintenant, c'est ma responsabilité. Si elle a faim, si elle a froid, si elle pleure, c'est moi qui dois être là. Depuis la clôture à côté d'eux, une fille du quartier nommée Anna Paula s'accrochait au chemisier de sa mère. « Maman » murmura-t-elle, « est-ce vraiment le père de Lucia ?» Sa mère n'a pas répondu. Elle baissa seulement la tête devant Andrés. Comme quelqu'un qui le connaissait déjà. Comme quelqu'un qui a compris que certaines blessures sont invisibles, mais font plus mal que les cicatrices les plus profondes de la guerre. Personne n'a rien dit d'autre. Raphaël se détourna en marmonnant dans sa barbe. Et avec le souffle lourd de quelqu'un qui avait porté une vie qui n'était jamais vraiment la sienne, la petite Lucia se leva. Sa main tremblante se tendit. Hésitante, elle agrippa l'ourlet de la chemise de son père. Ce n'était pas une supplication. Ce n'était pas une question. C'était un signal fragile. Une étincelle d'espoir qui disait « Je voulais croire que cet homme resterait ». Un soldat qui revient et trouve sa fille accroupie à côté de la mangeoire d'un cheval n'assiste pas seulement à une scène déchirante. Il voit un miroir. Celui qui reflète toutes les années de silence. Cela lui rappelle qu'il y a des vides que seule la présence opportune du véritable amour peut combler. Qu'il existe des formes d'amour qui n'ont besoin ni de promesses, ni d'explications. Parce que lorsqu'ils arrivent au bon moment, ils suffisent à réparer une enfance brisée. Lucia est restée blottie dans les bras d'Andrés. Sa joue pressée contre l'ourlet délavé de la chemise portée par cet étranger qui, d'une certaine manière, semblait si familier à son petit cœur. Elle n'a pas bougé. Elle n'a rien dit d'autre. Elle resta là, silencieuse, comme si elle avait peur qu'un bruit puisse tout faire disparaître. Andrés la regarda dans les yeux mi-clos. Puis il tourna son regard vers don Raphaël avec un regard qu'il n'avait jamais adressé à aucun autre homme, même durant toutes ces années de soldat. Certaines personnes grandissent avec l'âge. D'autres grandissent avec la douleur. Mais personne n'a le droit d'appeler la cruauté de la maturité. Elena prononça ces mots d'une voix ferme, mais sans amertume. Elle resta debout, le dos droit, les yeux fixés sur la main de Raphaël, celle-là même qui avait poussé Andrés si maladroitement. Raphaël recula, le visage déformé comme si quelqu'un l'avait giflé. Il se tourna vers Elena. « Et qu'est-ce que tu fais à t'impliquer » a-t-il rétorqué. « Pourquoi jettes-tu des miettes de pain par-dessus la clôture tous les matins? Tu te prends pour une sorte de saint maintenant ?» Puis il a pointé du doigt Andrés. Sa voix pleine de mépris. Disant sans se montrer, sans un appel, sans une lettre. Et maintenant, il revient et serre la fille dans ses bras comme si de rien n'était. « Pour qui te prends-tu pour me donner des leçons ?» Elena fit une pause. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle retirait une bague en argent de son majeur. Elle le fixa comme si elle regardait un vieux souvenir. Puis elle le glissa doucement dans la poche de son manteau. Quand elle leva les yeux, sa voix était calme, mais inébranlable. « Je ne suis ni une sainte ni une héroïne » a-t-elle déclaré. « Je ne suis qu'une vieille dame qui a vu trop d'enfants perdre leurs rêves chez eux. Et cette fois, je refuse de détourner le regard. » Lucia remua légèrement dans les bras d'Andrés. Elle ouvrit les yeux et murmura d'une voix brisée. « Ne crie pas sur Doña Elena. Elle n'a rien fait de mal. Elle m'a juste donné des petits pains, quand tu ne regardais pas. » Raphaël laissa échapper un rire sec et s'avança, levant la main comme s'il était sur le point d'arracher Lucia des bras d'Andrés, mais Andrés inclina seulement légèrement la tête, sans jamais quitter cette main des yeux. Et Raphaël s'arrêta net. Personne n'a dit un mot, mais l'air s'est épaissi comme de la fumée. Un cheval dans le corral voisin renifla, brisant le silence qui semblait prêt à exploser. Andrés parlait lentement, sa voix calme et ferme. « Je ne suis pas venu pour me battre, mais si vous pensez que la garde légale est une excuse pour maltraiter un enfant, alors je ne resterai pas les bras croisés. » Raphaël, les sourcils froncés, grommela, « Tu crois vraiment que la loi est de ton côté? Tu as failli à ton devoir de père. Je pourrais te dénoncer pour désertion. J'ai les papiers. Je suis le tuteur légal. » Andrés le regardait toujours, mais cette fois avec les yeux de quelqu'un qui avait survécu à un champ de bataille et qui avait vu plus de formes de peur que la plupart n'en verraient jamais. « Des papiers? Voulez-vous que je vous présente le faux certificat de décès que vous avez présenté pour percevoir la pension, déclarant que je suis mort au combat? »
J'ai l'original. Avec le sceau rouge officiel. Si je le dois, je porterai l'affaire directement aux autorités, et nous verrons qui est le véritable criminel ici. Les mots tombèrent comme l'éclatement d'un verre fragile que personne n'osait toucher. Raphaël recula, stupéfait. Ses yeux ont commencé à scintiller. Elena expira si doucement que c'était comme si elle avait libéré un poids du plus profond de sa poitrine. Lucia leva les yeux vers Andrés, les yeux écarquillés, pleins de lumière, comme si l'espoir venait de naître. « Papa ? Tu es vraiment mon papa. » Andrés fit une pause. Ses yeux s'humidifièrent, mais sa voix resta ferme. Puis il s'agenouilla, non pas pour implorer le pardon, mais pour affronter la peur qui se cachait dans le regard de Lucia à sa hauteur. Il posa ses mains, rugueuses comme de l'écorce, sur ses joues, soulevant doucement son visage comme s'il tenait quelque chose de plus fragile que tout son passé. « Je n'ai jamais eu cette chance, mais je ne la perdrai pas à nouveau. » Le grincement des sandales brisa le silence épais au bout de l'allée de terre. Doña Maria, la boulangère de la ville, est apparue avec l'inquiétude gravée sur son visage, ses mains encore saupoudrées de farine, respirant lourdement d'avoir laissé son four sans surveillance. J'ai entendu des cris. Don Raphaël ne devrait pas élever la voix comme ça dans la cour. Tout le monde nous regarde. Raphaël tressaillit. À ce moment-là, quelques voisins ont commencé à se rassembler près de la clôture. Ils ne parlaient pas, ils restaient juste là. Une vieille femme avec un panier de légumes, un homme âgé avec une canne, un enfant qui regarde derrière le bras de sa mère. Ce n'était pas une foule, mais le message était clair. Andrés se leva, tenant Lucia dans ses bras, et regarda tout le monde là-bas, puis se tourna vers Raphaël. « Je n'ai pas besoin de prouver que j'ai raison. Je veux seulement que cet enfant vive comme une enfant. Tu peux garder tes papiers, mais ne lui vole pas l'enfance qu'on lui a déjà refusée. » Raphaël n'a pas répondu. Il se retourna et entra dans la maison, la tête baissée, les yeux évitant tout le monde. Elena s'approcha d'Andrés et murmura, « Cette fille est toujours en vie parce que quelqu'un a osé croire qu'elle méritait l'amour, pas parce qu'il l'a permis. » Lucia leva les yeux vers elle et sourit, un sourire tremblant et incertain comme jamais auparavant. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant pour réchauffer une partie de la mémoire depuis longtemps oubliée. Plus tard, lorsque la foule s'est dispersée, Andrés marchait avec Lucia dans ses bras vers le bout du chemin de terre qui menait à l'ancienne maison de sa mère. Sur son épaule, le sac à dos usé rebondissait doucement à chaque pas. Lucia se pencha vers son oreille et murmura, « Papa, si je te dis que j'ai peur du noir, est-ce que ça te rendra triste ?» Andrés serra doucement sa petite main. « Non, parce que j'avais peur aussi. Je ne me souviens simplement pas quand je me suis habitué à vivre dans le noir. » Elena la suivait de près, murmurant pour elle-même, « La gentillesse ne peut pas réparer le monde entier, mais elle peut réparer chaque petit cœur brisé. » Le chemin de terre était toujours le même, mais les empreintes de pas de ce jour-là avaient pris une forme différente. Le ciel n'avait pas changé de couleur, mais dans l'âme de ceux qui avaient été témoins de cette confrontation silencieuse, quelque chose avait changé à jamais. Non pas à cause de la lumière, mais parce que quelqu'un s'était souvenu comment marcher la tête haute. La vieille nappe en toile qu'Elena avait posée ce matin la dégageait encore une légère odeur de savon bon marché. Ce n'était pas brillant ni bien repassé, mais c'était réconfortant, comme trouver de l'ombre dans la chaleur du soleil de midi. Dans le coin de la cuisine, l'eau bouillait avec un léger bruit de bouillonnement. À l'intérieur du pot en argile, il sifflait comme le soupir constant de quelqu'un fatigué, essayant toujours de rester calme. Andrés était assis sur le banc, posant une main sur le vieux sac à dos à côté de lui. Il n'était plus habitué au silence. Mais le silence ici était différent de celui du champ de bataille. Il n'y avait pas de balles, pas d'ordre crié, mais cela avait le don de réveiller des souvenirs enfouis. Elena ouvrit l'armoire et en sortit une petite chemise. Elle a parlé sans le regarder. « Je l'ai déjà lavé, mais je trouve qu'il sent encore quelque chose. Voici, tu en as envie. » Andrés la prit. L'odeur de vieille paille et de terre humide s'accrochait au tissu, se mêlant à quelque chose de plus sec et de métallique. L'odeur du sang. Pas frais, pas nouveau, mais assez fort pour que sa main se fige dans l'air. Lucia se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux duveteux couvrant la moitié de son visage. Elle n'a rien dit, elle a juste regardé. Andrés s'accroupit, les bras ouverts comme quelqu'un qui accueille un enfant qu'il ne connaît pas encore complètement, mais qu'il aime déjà. « Viens, papa va t'aider à changer. » Lucia hésita un instant, puis s'approcha. Lorsque la manche de son vieux chemisier est tombée, son bras était exposé,
marqué d'ecchymoses et de 2 coupures guéries. Qui t'a fait ça? Lucia baissa les yeux vers le sol. Sa voix était à peine audible, comme un fil effiloché. Je ne m'en souviens pas. Je crois que j'ai laissé tomber quelque chose. Andrés n'a rien demandé de plus. Il prit une serviette chaude et nettoya doucement chaque doigt, chaque pli de son poignet. À chaque passage, ses yeux s'assombrissaient, mais sa voix restait douce. C'est bon. On va t'installer dans le nouveau. Tous les soldats ne craignent pas les blessures, mais il y en a certaines qui, vues sur le corps d'un autre, vous font sentir le cœur déchiré. À midi, Elena apporta un plateau de nourriture sur le porche, où l'ombre de l'arbre couvrait la vieille table en bois. Le repas était simple, atoll clair, légumes sautés et un œuf à la coque. Mais Lucia a tout mangé comme si c'était un festin rare après un long jeûne. Elena la regarda, soupira et murmura, la fille mange comme si elle ne savait pas quel goût avait le riz. Andrés débarrassa la vaisselle en silence. Il n'a pas dit un mot, mais c'était peut-être vrai. L'après-midi s'installa lentement, comme si toute la ville expirait avec lui. Andrés a décidé de traverser le village, non pas pour chercher quelqu'un, mais pour rechercher les traces des années qui s'étaient écoulées. La petite boutique de Don José était toujours la même, sa cloche sonnant lorsque la porte s'ouvrait. Don José, aux cheveux blancs et à la voix rauque, le reconnut immédiatement. « Eh bien, je serai. Andrés? Je croyais que tu étais encore à la caserne. » Andrés lui serra la main. Ils ont échangé quelques mots, puis il est allé droit au but. « Sais-tu comment Lucia a vécu ces dernières années? » Don José soupira. « Je l'ai vu plusieurs fois se faufiler derrière la boutique, fouillant dans le panier de peaux de banane. Une fois, j'ai fait semblant de ne pas la voir pour qu'elle puisse prendre quelque chose. Les pauvres enfants font ça ici. Mais elle n'était pas comme les autres. Je ne l'ai jamais vue sourire. » Après avoir quitté la boutique, Andrés a suivi un chemin de gravier jusqu'à la boulangerie de Doña Maria. Une légère odeur de levure aigre émanait des vieux pains laissés à l'air libre sous les avantoirs. Quand Andrés posa sa question, ses yeux se remplirent de nuages et le plateau dans ses mains se figea en plein vol. Un jour, je l'ai vue accroupie, lavant la croûte d'un morceau de pain sous l'eau de pluie qui coulait du caniveau. Elle le nettoya soigneusement, comme si elle polissait le dernier jouet qui lui restait. Raphaël le lui interdit, prétextant qu'elle salissait le marché. Qui oserait la défendre? Quiconque le ferait serait considéré le lendemain comme un traître. Tout le monde ici craignait les ennuis que la famille pouvait apporter. Andrés baissa doucement la tête et traversa chaque allée en silence, le regard scrutant le sol. Personne ne prit la main de Lucia pour l'éloigner, mais personne ne tendit la sienne non plus pour l'arrêter. Certaines blessures ne saignent pas, elles s'aggravent simplement avec le temps, jusqu'à devenir une petite fille qui apprend à survivre en silence. Cette ville n'est pas cruelle pour ce qu'elle fait, elle l'est pour ce qu'elle choisit de ne pas voir. Et c'est cela, plus que tout, qui transforme la douleur en routine. Andrés entra lentement dans le café en face de la gare routière. La brise filtrait à travers la structure en bois, et la lumière dorée du crépuscule éclairait parfaitement la tasse de café noir fumant. Dans un coin tranquille, un inconnu coiffé d'un vieux chapeau gris tirait une longue bouffée de sa cigarette. Il ne souriait pas. Il jetait simplement un coup d'œil à Andrés et parlait d'une voix juste assez forte pour être entendu. « Tu es le père de cette petite fille. » Andrés leva les yeux sans changer d'expression. « Tu la connais ?» L'homme sourit à peine. « Je croyais qu'elle n'avait plus personne. Un jour, je l'ai vue dormir, recroquevillée derrière les écuries. D'autres sont venus la chercher, mais ils sont partis. » Cette phrase fit surgir chez Andrés quelque chose de profondément enfoui au plus profond de sa poitrine. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse remarquer sa fille ainsi. « Qui es-tu » L'homme s'est levé et a écrasé sa cigarette. « J'habitais ici. Les enfants qui pleurent sont durs à supporter, c'est vrai. Mais ce qui me brise vraiment, c'est quand ils disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais existé. » Et puis il est parti. Andrés le regarda passer, les yeux plissés. Le soldat en lui sentait quelque chose d'inachevé. Certaines personnes voient les enfants comme des êtres humains, d'autres comme des opportunités. À son retour, Lucia dormait déjà. Elle tenait dans ses mains un vieux t-shirt roulé comme une poupée. Elena était assise près de la fenêtre, en train de tricoter. Elle ne leva pas les yeux en parlant. « Tu ne gagneras pas juste en l'aimant. Ici, c'est celui qui garde le silence le plus longtemps qui gagne. » Andrés répondit d'une voix douce comme le vent. « Je n'ai pas besoin de gagner.
Je veux juste que cette fille vive comme une enfant. Dans les villes du Mexique, ce qui fait le plus mal n'est pas la pauvreté, mais la façon dont les gens tournent leur regard lorsqu'un enfant a besoin d'être vu. On peut enlever l'odeur des vêtements de Lucia, mais les marques dans ses yeux, elles ne peuvent être acceptées que par quelqu'un qui ose les regarder droit dans les yeux. Dans cette vie, ce n'est pas le plus vieux qui en sait le plus, mais celui qui a souffert. Et tous ceux qui portent le titre de « famille » ne savent pas comment apporter de la chaleur à un foyer. Personne ne savait pourquoi cette soirée se prolongeait d'une façon si étrange, comme si le temps lui-même hésitait avant de laisser tomber la nuit sur le vieux store. Le vent continuait à s'infiltrer par la fente de la fenêtre, apportant l'odeur de la terre humide et de la paille sèche. Mais chaque mouvement semblait ralentir, comme si chaque battement de cœur était retardé d'une seconde. L'ombre de l'amandier scintillait encore sur le mur quand Elena ouvrit la porte, tenant toujours le torchon humide de la cuisine dans une main, et une étrange sensation dans sa poitrine qu'elle ne savait pas comment nommer. La femme qui se tenait dans l'embrasure de la porte semblait s'être réveillée d'un long et lourd rêve, son visage était émacié, ses cheveux peignés sur le côté, son corps enveloppé dans un chemisier délavé qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des années. À côté d'elle se tenait un homme aux larges épaules, les bras croisés, le regard calme pas confus, mais d'une fermeté déconcertante, comme s'il avait attendu cette rencontre depuis le début. Elena s'arrêta sur le seuil. Sa main tenant toujours le chiffon parfumé au savon, elle examina chaque détail, chaque silence, avant de se détourner, cédant la place au véritable maître des lieux. Andrés s'avança par derrière comme une montagne en mouvement. Derrière le rideau, Lucia cligna des yeux de manière incontrôlable, son cœur battant fort dans sa poitrine. La femme a parlé en premier. « Je m'appelle Patricia. Je suis venue voir ma fille. Lucia. » Cette voix avait autrefois été la berceuse des nuits sans lumière. Le son qui faisait sourire Lucia dans ses rêves. Mais maintenant, elle touchait son cœur comme une aiguille froide. Derrière elle, Esteban fit un pas en avant. Sa chaussure frappa doucement le parquet, marquant le rythme d'un accord pas encore conclu. Et puis son sourire est apparu, le genre que personne ne voulait voir. « Je suis Esteban, le compagnon de Patricia. Nous sommes venus chercher la fillette. Une enfant comme elle mérite de vivre dans un endroit plus digne que ce cadre de fortune. » Elena serra les lèvres. Andrés n'avait toujours pas parlé. Il fixait les chaussures de Patricia, usées jusqu'au bord, mais qui s'efforçaient encore de conserver leur forme élégante. Une contradiction qui collait maladroitement à la femme qu'il avait autrefois aimée. Ou peut-être, la femme qu'il avait autrefois laissée tomber. La fille n'est pas un colis déposé à la poste que l'on peut récupérer quand on en a envie, dit finalement Andrés. Sa voix était basse, mais elle portait le poids de quelque chose d'immuable. Si tu tenais vraiment à elle, pourquoi ne lui as-tu pas demandé une seule fois au cours de toutes ces années comment elle allait, ou si elle se souvenait même de sa mère? Patricia détourna le visage, clignant des yeux comme si de la poussière lui était entrée dans l'œil. Esteban, cependant, scrutait la maison avec un calcul silencieux, depuis les meubles mangés par les termites jusqu'à la petite caméra clignotant dans le coin. Il hocha légèrement la tête, non pas en signe d'approbation, mais comme quelqu'un qui faisait l'inventaire. L'atmosphère s'épaissit. Elena soupira, ôta son tablier et l'accrocha au crochet. Elle marcha lentement vers le centre de la pièce. Il y a des enfants qui ont besoin d'un toit pour se protéger de la pluie, et d'un coup de main pour les guider dans la boue. Si des briques et une cuisinière à gaz suffisaient, il n'y aurait pas autant d'enfants qui pleurent dans des pièces éclairées. Lucia surgit soudain de derrière le rideau. Ses petits pieds manquèrent de glisser sur le sol en céramique. Elle n'a pas dit un mot, elle s'est simplement jetée dans les bras d'Andrés. Elle enfouit sa tête contre sa poitrine, comme quelqu'un cherchant refuge au milieu d'une tempête. Ses petites mains serraient fermement sa chemise, encore tachée du crayon qu'elle avait utilisé cet après-midi-là. « Papa, ne les laisse pas m'emmener, murmura-t-elle. Je ne veux pas être abandonnée à nouveau. » Andrés s'est figé. Les vieilles cicatrices sur le côté gauche de sa poitrine lui faisaient à nouveau mal, comme si quelqu'un les arrachait de l'intérieur. Il n'avait pas pleuré lorsqu'il avait perdu ses camarades sur le terrain, ni lorsque des éclats d'obus s'étaient logés dans sa jambe, mais cette voix calme avait fait craquer quelque chose de profond et de silencieux en lui. Esteban regardait et se moquait. « Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Nous reviendrons avec les papiers nécessaires. » Elena ne le laissa pas faire un pas de plus. Elle se tenait fermement à la porte, les yeux aussi acérés que des lames. « Les papiers sont peut-être légaux, mais ils n'effacent pas l'odeur de drogue dans vos vêtements, ni ne cachent ces yeux des yeux qui calculent la valeur d'un enfant comme une marchandise oubliée.
Patricia respirait bruyamment, non pas de fatigue, mais parce qu'elle avait la gorge serrée. Les mots s'effondrèrent avant même d'avoir pu se former, noyés par la honte. Esteban la regarda, puis se retourna brusquement sur ses talons. Ses pas n'étaient pas précipités, mais ils étaient lourds, comme un homme terminant un rôle qu'il ne voulait plus jouer. Avant de disparaître sous le porche, ses yeux se dirigèrent vers le coin, où la lumière rouge clignotante de la caméra pulsait encore comme un avertissement silencieux. La porte en bois se ferma sans un bruit, comme si elle savait que les seuls bruits nécessaires à ce moment-là étaient ceux enfouis au plus profond des coffres en feu. Mais à l'intérieur de cette petite maison, une autre porte s'était ouverte, une porte invisible. La porte de l'empathie. Fragile, mais réelle. Entre trois personnes qui s'étaient autrefois éloignées comme des rivières coulant dans des directions opposées. Elena posa doucement sa main sur l'épaule d'Andrés. Sa chaleur le ramena au rythme sincère d'un foyer, un lieu sans condition, où règne la foi. Le passé est immuable, mais la bonté peut guérir les blessures du temps, afin que ceux qui restent ne se sentent plus seuls au monde. Dans la petite pièce, Lucia déposa soigneusement son dessin inachevé sur la table. Elle sortit le dernier crayon vert de la trousse et le pressa délicatement sur le papier, un petit point sous le toit qu'elle avait dessiné, symbolisant l'arbre qui repoussait après la tempête. Le vent tournait dehors. Le ciel était déjà complètement noir, mais dans leur cœur, il y avait de la lumière. Dans un humble village appelé Zacatlan, on raconte encore qu'il était une fois une fille qui s'asseyait en silence dans une étable en train de manger des restes, et qu'elle redessine maintenant son avenir avec les fragments de mémoire que les adultes avaient oubliés. Son rêve n'avait pas besoin d'être grandiose, seulement réel, comme cette petite lumière de cuisine qui ne s'éteint jamais quand la nuit tombe. Le vent continuait de siffler doucement le long des avant-toits, tel le soupir des vieilles maisons que personne n'avait voulu entendre. Dans le salon, la lampe de table projetait sa faible lueur sur une femme blottie près de la fenêtre. Patricia ne dormait pas. Elle n'avait pas fermé l'œil d'une nuit complète depuis son retour. Dans ses mains, le téléphone restait immobile comme un objet étrange, sans sonner, mais suffisamment lourd pour faire trembler ses mains à chaque scintillement de l'écran. La petite maison était engloutie par le tic-tac de l'horloge, comme si elle comptait à rebours jusqu'à quelque chose qu'aucun de n'osait nommer. La lumière du lampadaire filtrait à travers les rideaux, dessinant de longues lignes sur le sol usé. Le vent soufflait juste assez pour faire grincer les vieilles portes non huilées. Patricia ne pouvait plus cacher son épuisement. Ses yeux étaient cernés, ses lèvres gercées, comme si elle n'avait pas bu un seul verre d'eau depuis des jours. Mais pire encore, la peur, qui n'avait plus où se cacher. Elle se lisait dans sa façon de serrer le téléphone, dans sa respiration saccadée, dans son regard vide qui dérivait bien au-delà de la vitre. Un léger craquement résonna dans le couloir en bois. La porte de la chambre d'Andrés s'ouvrit avec précaution. Il sortit, les cheveux encore ébouriffés après une courte sieste, mais les yeux déjà fixés sur la femme près de la fenêtre. Il n'avait pas besoin de demander. Il savait que cette nuit aussi serait sans repos. Andrés ne s'approcha pas immédiatement. Il se tenait dans le cadre du couloir, adossé au mur, les bras croisés. Son regard était silencieux, mais pas froid. Quelque chose dans son regard fit finalement se tourner Patricia vers lui. C'était comme si elle avait attendu ce moment toute la nuit. « Tu devrais te rendormir », dit-elle doucement, ses mots se brisant dans l'air lourd. « Cela n'a rien à voir avec toi. » « Je pense, » répondit Andrés, sans avancer ni reculer, « qu'à partir du moment où tu as sonné chez Elena, tout a commencé à avoir quelque chose à voir avec moi. » « Qui appelle, ou c'est un ordre ?» Patricia serra le téléphone plus fort, sans répondre tout de suite. Un instant plus tard, elle le posa sur la table en bois à côté d'elle. Ses doigts fins et tremblants glissèrent sur l'écran noir, comme pour effacer quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. « Je ne sais plus qui je suis, » murmura-t-elle. « Autrefois, j'étais une mère, puis une marionnette, et maintenant, je ne suis qu'une débitrice. » Andrés s'assit sur la chaise en face d'elle. Il ne demanda rien d'autre. Son attente fit comprendre à Patricia que, cette fois, elle ne pouvait pas se taire. « Esteban ne m'a jamais aimé. Il ne m'a jamais aimé. Il ne voulait qu'une chose, une enfant sans protection. Une comme Lucia, sans nom, sans papier, sans personne pour la réclamer. Il a qualifié cela d'occasion en or pour le trafic. Je le savais, mais je n'avais aucune issue. Je lui devais de l'argent, depuis que j'ai fui des hommes à qui je devais de l'argent à Tijuana. Il a payé pour moi. Et il a encaissé. Lucia était le prix à payer. » Le silence tomba comme une pierre.
Les mots de Patricia n'étaient ni précipités ni lents. Ils coulaient au rythme précis d'un cœur qui se confesse. Non pas par remords, mais parce qu'elle savait que si elle ne parlait pas maintenant, il ne resterait plus rien à protéger au matin. Je ne suis pas venu ici pour récupérer ma fille, Andrés. Je suis venu parce que si je ne le faisais pas, il enverrait quelqu'un d'autre. Un jour, il m'a dit, je veux juste la fille. Je n'ai besoin de la permission de personne. Andrés ferma les yeux et se frotta doucement le front. Il avait affronté des ennemis au combat sans visage, sans nom, mais il n'avait jamais ressenti une telle fureur que maintenant, alors que l'ennemi était quelqu'un avec qui il avait partagé un toit. Des pas doux brisèrent le silence, les faisant tous deux se figer. Lucia se tenait debout sur l'escalier en bois, les mains agrippées à la rampe, pieds nus. Sa chemise de nuit effleurait ses chevilles. Ses yeux étaient vides de larmes, mais lourdes comme un orage sur le point d'éclater. « Tu ne veux plus que je reste avec toi, maman. » Patricia se leva brusquement, mais n'osa pas s'approcher. Sa voix était brisée. « Ce n'est pas ça, mon amour. Ce n'est pas ça. Je ne sais juste pas comment te protéger de tout ça. » Lucia baissa les yeux sur ses mains. Un petit doigt effleura le grain du bois. Sa voix, douce mais ferme, emplit la pièce. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me protéger de tout. J'ai juste besoin de quelqu'un qui ne se laisse pas prendre. » Andrés s'avança. Il ne regarda pas Patricia et ne demanda rien à Lucia. Il s'accroupit simplement et ouvrit les bras. Lucia marchait lentement vers lui, comme si elle avait attendu ce geste toute sa vie. Andrés la serrait fort, mais doucement, comme si sa seule présence suffisait à empêcher le monde de la blesser à nouveau. Patricia s'affala sur sa chaise, se couvrant le visage des deux mains. Mais cette fois, elle ne pleura pas. Elle laissa échapper un profond soupir et dit quelque chose du plus profond de son âme. « Je ne peux pas revenir en arrière, mais si je peux faire une chose bien, c'est maintenant. » Andrés ne répondit pas. Il embrassa doucement le front de Lucia. Dans cette petite pièce, le tic-tac de l'horloge continuait de marquer le temps, comme pour leur rappeler qu'à chaque seconde qui passait, le passé faisait un peu plus de place au présent. Patricia se pencha, prit la carte SIM de son téléphone et la laissa tomber dans un verre d'eau. Le petit plastique flotta, puis coula lentement. Elle le regarda, les lèvres pincées. « Je ne sais pas s'il abandonnera, mais je ne reprendrai plus Lucia, quoi qu'il arrive. » Andrés hocha la tête. Il n'avait pas besoin de promesses, seulement que Patricia les tienne cette fois. Lucia demanda doucement, « Maman, tu vas rester ?» Patricia sourit. Un sourire triste, mais sincère. « Je vais rester. Assez longtemps pour que tu n'aies plus peur en pensant à moi. » Dehors, le brouillard s'accrochait encore au champ, mais à l'intérieur de cette humble maison, une lumière avait commencé à se lever. Il ne faisait pas encore clair ni chaud, mais suffisamment pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble et commencer une nouvelle vie où l'affection remplaçait lentement la peur. Et peut-être que pour une fille qui mangeait autrefois de la nourriture pour chevaux en silence, ce dont elle avait besoin n'était pas d'une vie parfaite, mais de la promesse de ne plus jamais être abandonnée. Dans les petites villes rurales du Mexique, on dit que le passé est une cicatrice. Mais personne ne peut vivre en la grattant éternellement. Et ce soir-là, 3 personnes apprenaient à arrêter de se gratter, pour que la cicatrice puisse enfin commencer à guérir. Non pas pour les autres, mais pour elle-même. L'atmosphère de ce matin-là n'appartenait ni au soleil ni à la rosée. Elle appartenait au silence, à ces instants où même les soupirs du vieux bois semblaient écouter. Sur le toit de tuiles patinées par les intempéries, quelques feuilles sèches tournoyaient dans la brise avant de tomber sur le sol en briques tachées. L'odeur de la terre humide et de la poussière vieillie semblait les inviter tous les 3 à commencer un nouveau chapitre de leur vie, sans hâte, sans bruit, seulement avec un silence assez fort pour adoucir les cœurs marqués par les blessures. Andrés se tenait à la porte de la vieille maison, sa main posée sur le loquet rouillé. Il hésita un instant, puis l'ouvrit doucement. Le grincement des charnières résonnait comme le son d'un rêve enfoui depuis longtemps, un son qui marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Après tous ces jours écoulés depuis son retour de l'armée, il ne pouvait pas laisser Lucia passer une autre nuit dans cet endroit qui avait autrefois fait trembler son cœur. La vieille maison, autrefois celle de sa mère, était vide depuis un certain temps, mais c'était toujours le seul endroit où il avait confiance que sa fille pouvait dormir sans peur, sans qu'une serrure ne claque de l'extérieur. Elena posa sa main sur l'épaule de Lucia et la guida à l'intérieur. La fille n'a tendu la main à personne, mais ses yeux n'ont jamais quitté Andrés. Elle marchait lentement le long du chemin couvert de mousse, comme si elle craignait que chaque pas ne brise quelque chose de sacré dans cette paix nouvelle et fragile.
La maison avait 3 pièces, un espace de vie central, 2 chambres de chaque côté et une petite cuisine s'étendant derrière. C'était la cuisine où la mère d'Andrés préparait autrefois de la soupe au poulet chaque fois que le froid s'infiltrait par les fenêtres. Tout était encore là, seulement maintenant, le temps avait recouvert chaque recoin d'un voile fin mais tenace. Lucia posa sa main sur la poignée de porte de la pièce à gauche. Ce n'était pas verrouillé, mais elle n'a pas bougé. Quand Andrés s'est approché, elle a levé les yeux et a demandé, pas fort, mais clairement, est-ce que cette porte a ce rouge à l'extérieur? Il s'arrêta, puis s'agenouilla à son niveau. Son visage resta immobile, mais ses yeux s'adoucirent, comme s'il venait d'entrevoir un morceau de son âme qui saignait encore en silence. Non, mon amour, dit-il doucement, les portes ici sont seulement destinées à empêcher le vent d'entrer, pas à piéger qui que ce soit à l'intérieur. Si vous voulez l'ouvrir, dites-le simplement, tout le monde ici vous entendra. Lucia n'a pas répondu. Elle tourna simplement le bouton avec précaution et poussa la porte avec une prudence silencieuse. La pièce était sombre. Une faible lumière filtrait à travers un vieux rideau, taché par la poussière du temps. Des toiles d'araignée s'accrochaient au coin, mais elles n'étaient pas suffisantes pour l'effrayer. Elena entra la première et, sans hésitation, ouvrit la fenêtre. La lumière du soleil s'est précipitée dans la pièce comme une étreinte explosant après des années de distance. L'odeur de moisi a cédé la place à une bouffée d'air frais et à une lumière chaude, laissant derrière elle une sensation étrange, quelque part entre l'inconnu et l'intime, comme des souvenirs qui n'étaient pas les siens et qui devenaient lentement les siens. Grand-mère, dans cette maison, y a-t-il un lit juste pour moi? Elena se retourna en pliant une nappe sur la table. Bien sûr, sourit-elle. Ce petit lit contre le mur, ce soir il est à toi. Je dormirai par terre et nous protégerai des moustiques. Lucia laissa échapper un léger rire, pas un rire de joie, mais le soupir de soulagement d'un enfant dont la chaîne invisible venait d'être levée. Andrés errait dans la maison, essuyant la poussière de chaque cadre photo sur le mur. Au centre était accrochée l'image de sa mère dans sa jeunesse, les yeux comme ceux de Lucia. Il fixa le regard un instant, puis se détourna, presque comme s'il avait peur que ses yeux puissent voir trop de choses. Juste à ce moment-là, une voix est venue de la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? C'était don José, tenant un paquet enveloppé dans du papier et attaché avec une vieille corde de jute. Andrés ouvrit la porte et le salua avec une poignée de main respectueuse. Don José a étendu le paquet. Ma fille a utilisé cet ensemble d'aquarelles pour peindre des peintures murales à l'école. Elle étudie loin maintenant, elle n'en a plus besoin. Je pensais que votre petit pourrait l'aimer. Lucia émergea de l'arrière, ses mains serrant fermement le bord de son chemisier. Quand elle a vu la boîte de couleurs, ses yeux se sont illuminés d'une luminosité trop pure pour être décrite. Elle le serra contre sa poitrine, ouvrit chaque petit couvercle, puis leva les yeux et demanda. Si je dessine une maison avec 3 personnes, est-ce que quelqu'un dira que c'est faux? Parce que je n'ai jamais eu 3 personnes vivant avec moi dans la même maison. L'air dans la pièce semblait s'arrêter. Andrés s'avança, posant doucement sa main sur son épaule. On ne fait une erreur que lorsqu'on dessine quelque chose auquel on ne croit pas. Si vous croyez que cette image est réelle, alors elle vit déjà dans votre cœur depuis longtemps. Don José sourit, laissa un sac d'orange mûr et hocha la tête, comme s'il laissait derrière lui un morceau de tendre souvenir pour ceux qui restaient. Elena s'assit à côté de Lucia, prit le petit couteau qu'elle portait toujours dans son tablier, choisit l'orange la plus ronde et commença à l'éplucher lentement, la peau s'enroulant comme une spirale. Le bruit de la lame effleurant les segments était comme un murmure de soins silencieux. Que veux-tu dessiner en premier? Une porte ouverte, avec des fleurs violettes et un petit mur pour que les gens à l'extérieur puissent aussi voir la chaleur à l'intérieur. L'après-midi s'écoulait doucement à chaque coup de couleur sur le papier, comme si de nouveaux rêves commençaient à prendre forme. En fouillant dans les vieilles étagères du garde-manger, Andrés a trouvé une marmite en aluminium cabossé, la même que sa mère avait utilisée il y a des années. Il l'a nettoyée soigneusement et l'a placée sur la cuisinière. Quelque chose bougea silencieusement dans sa poitrine. Elena a soigneusement lavé le riz, l'a fait bouillir avec des restes de viande et de fines tranches de carottes. L'odeur de la tôle épais se mêlait à l'odeur du papier et des crayons, enveloppant la maison d'une chaleur qui semblait la réveiller de l'intérieur. Quand ils ont allumé la lampe jaune de la salle à manger, tout est devenu si tendre qu'il était difficile de croire que la veille encore, cette même fille avait mangé de la nourriture pour chevaux dans une écurie sombre. Lucia est montée dans son lit, vêtue de son nouveau pyjama du marché. Elle serra la boîte de peinture contre sa poitrine et se tourna vers Andrés. Papa, si je dessine une personne de plus,
seras-tu triste? Andrés rigola doucement. Non, mon amour. Si vous dessinez avec foi et avec le cœur, peu importe le nombre de personnes que vous ajoutez. Cette photo sera toujours une maison. Une maison ne se construit pas par le nombre de visages qu'elle possède, mais par la paix que l'on ressent lorsque l'on termine la dernière ligne. Elena éteignit la lumière et posa son oreiller sur le sol à côté du lit. Un peu plus tard, elle entendit Lucia murmurer. Je vais te colorer en jaune, parce que tu es comme le soleil, mais pas du genre à brûler. Tu me donnes de la chaleur, mais ça ne me fait pas mal. Le vent s'infiltrait par la fenêtre, agitant doucement le rideau, comme si quelqu'un dehors appelait doucement. À ce moment-là, la maison a cessé d'être un simple abri temporaire pour 3 personnes sortant de la tempête. C'est devenu un terrain fertile, où les silences se remplissaient de petits câlins, où la douleur avait un nom et s'estompait lentement, où les soupirs se transformaient en berceuses au milieu de la nuit. Certaines maisons n'ont pas besoin de fondations solides ou de toits parfaits. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui attend à la porte avec un cœur bienveillant. C'est là que la vie commence, avec l'amour, et non avec le bruit d'une serrure qui tourne de l'extérieur. Une volée de moineaux s'est envolée des vieux buissons d'hibiscus lorsque le bruit des sandales a rompu le silence sur le chemin de terre fissuré. Personne ne prêtait attention au vieil homme au chapeau de paille usé, appuyé sur une canne alors qu'il passait devant les avant-toits blanchis par le soleil. Ceux qui étaient assis à l'ombre du caféier à l'extérieur du marché ont à peine levé les yeux, puis se sont retournés vers leur tasse d'eau à la cannelle trouble, versée d'une bouilloire en aluminium cabossé. Don Raphaël n'a demandé à personne, il n'était pas obligé de le faire. Il savait que la fille n'était pas revenue. Il savait exactement où elle était. Et comme tout homme autoritaire qui sent le contrôle lui échapper, il s'est mis en colère au lieu d'accepter sa culpabilité. L'arrière-cour, autrefois résonnant du bruit des seaux en plastique qu'on frappait, était désormais silencieuse. Pas de petits pas se précipitant pour nettoyer l'écurie. Aucun regard timide ne vient de derrière les piliers. Ce silence le faisait se sentir complètement perdu. Il s'est arrêté devant la maison de Doña Elena. Le vent n'était pas fort, mais il suffisait à faire tomber des feuilles d'eucalyptus sèches, qui crépitaient sous ses pieds. Il a frappé le sol 3 fois avec sa canne, juste assez pour que personne ne puisse l'ignorer. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais l'air était déjà chargé d'humidité. Ça sentait le linge fraîchement lavé, le lait chaud et les vieilles histoires qui ne s'estompaient jamais complètement. La porte s'ouvrit sans bruit et Doña Elena apparut. Sa silhouette n'avait pas changé, mais sa présence, si. Elle se tenait droite, comme si elle n'avait jamais baissé la tête de sa vie. Ses mains étaient jointes devant son ventre, ne pendaient plus oisivement à ses côtés. Son visage restait serein, mais son regard était plus éloquent que sans mots, ferme, silencieux et inflexible comme un verdict. Ses cheveux blancs étaient attachés en arrière sur sa nuque, et autour pendait une vieille chaîne en argent, celle qu'elle ne portait que les jours où elle devait choisir entre le silence et la vérité. Don Raphaël parla, sa voix dépourvue de patience. Je suis venu chercher la fille. C'est ma petite fille, et sa place est chez moi. Pas de salut, pas de sourire. Ces mots frappèrent la table en bois comme un couteau rouillé. Un son sec transperça l'air chaud. Puis, une voix masculine rauque s'éleva de derrière le mur de briques fissuré. Elle n'était pas forte, mais ferme. Avant de prendre quelqu'un, vous devriez peut-être écouter ce que les gens ont à dire. Don José s'avança, tenant toujours le torchon avec lequel il avait nettoyé la cafetière. Il ne regarda pas Raphaël. Il se tourna vers le prunier près de la maison. Tu te souviens de la dernière fois où tu as enfermé cette fille dans une pièce sombre pendant des jours? Sans nourriture, sans eau, comme dans un tombeau. Personne ne disait rien à l'époque. Tu pensais qu'on était tous aveugles, pas vrai? Raphaël tordit sa bouche avec mépris. C'est l'affaire de ma famille. Pourquoi vous en mêlez-vous? De quel droit vous croyez-vous? Doña Maria émergea du porche, un vieux téléphone portable à la main. Elle montra l'écran à Elena, puis se tourna lentement vers Raphaël. Ma boulangerie a une caméra. Elle n'est pas la meilleure, mais elle enregistre clairement. Ce jour-là, la fille a pris du pain dans la poubelle et l'a mangé en se tenant le ventre, pensant que personne ne la voyait. Mais je l'ai fait. Et toute la ville aussi. Ramiro traversa la ruelle, toujours coiffé de son casque de travail, les mains couvertes de graisse. Il garda le silence un instant avant de parler. J'ai travaillé sous vos ordres. Je l'ai vu de mes propres yeux, sous le soleil brûlant. Cette petite fille, à peine assez grande pour porter son propre poids, transportant des seaux d'eau plus grands qu'elle.
Une fois, juste parce qu'elle avait renversé un peu de vin, tu m'as regardé et tu m'as dit de la frapper. Je l'ai fait par peur, parce que j'ai une femme et des enfants. Mais chaque soir, quand je me regardais dans le miroir, je voyais les yeux de la fille me fixer. Je n'ai plus peur. Peur de quoi, s'il n'y a plus de place dans ton cœur pour te taire? Raphaël regarda autour de lui, un visage après l'autre. Aucun ne détourna le regard. Même les enfants, qui jouaient sans se soucier de rien, s'étaient arrêtés. Ils serraient fermement leurs jouets en bois, les yeux grands ouverts. L'air s'épaissit, non pas de mots, mais de tout ce qui restait non dit, pressant chaque poitrine. Une rafale de vent passa, emportant une odeur de cendre et de bois brûlé. Elle fit bruisser les mèches argentées des tempes de Raphaël. Sur les toits couverts de mousse, une hirondelle plongea bas et s'envola, comme si elle ne supportait pas l'air lourd chargé d'un passé qui refusait de mourir. À ton avis, qu'est-ce que cette ville? Pauvre, sale, en ruine. Et maintenant, tu viens me faire la morale pour me montrer comment être un homme bien? Andrés s'avança, calme et posé. Vêtu d'une chemise usée, il était sans prétention, sans chercher à intimider. Il tenait à la main un dossier bien rangé rempli de documents. Chaque pas était léger, mais suffisamment ferme pour faire s'arrêter Raphaël. Sais-tu combien d'argent tu empoches chaque mois au nom de cette fille? Depuis combien d'années? Combien de chiffres forgés sur papier pour la dépeindre comme une orpheline sans père? Il a soulevé la pile de papier au niveau des yeux de Raphaël, sans les lui offrir, mais simplement pour s'assurer qu'il les voyait. Je n'ai pas besoin que tu aies des aveux. Je veux juste que ma fille soit appelée par son vrai nom, pas celui d'un faux certificat, ni par des regards compatissants ni par des rumeurs. Une légère brise souleva quelques mèches de cheveux d'Héléna vers le soleil. Elle cligna des yeux, mais ne dit rien. Don José s'assit sur la vieille chaise en bois, découvrit la cafetière et versa 3 tasses. Personne ne but. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées pour être comprises. Une ville, aussi petite soit-elle, peut receler une vérité trop vaste pour être cachée. Ici, tout le monde n'a peut-être pas de diplôme, mais chacun sait distinguer le bien du mal. Il suffit d'être témoin d'une injustice pour que le silence se transforme en action. Les enfants ne comprennent peut-être pas tout, mais ils sentent qui manie le fouet et qui tend la main. Et une ville, aussi pauvre soit-elle, n'est jamais trop pauvre pour défendre un enfant. Raphaël pinça les lèvres. Son regard n'était plus provocateur, il était perdu, errant parmi des visages qui ne détournaient plus le regard. Il recula d'un pas, puis d'un autre. La canne qu'il tenait à la main ne frappait plus le sol avec autorité. Elle le soutenait à peine sous le poids de tant de regards. Il se retourna, et sa silhouette n'était plus imposante. Juste une ombre s'estompant parmi les arbres décolorés. Personne ne l'appela. Personne ne lui dit au revoir. Il y a des chemins qu'il faut parcourir seul pour comprendre le vrai sens de la solitude. De l'intérieur de la maison, Lucia observait par l'entrebâillement de la porte. Elle ne pleurait pas. Elle ne souriait pas. En silence, elle ajouta une autre silhouette au dessin au mur, un petit homme, les bras ballants, sa canne penchée vers l'ouest, marchant vers le soleil couchant. La salle d'attente du cabinet Cortés Galvan était d'un gris pâle, comme si les murs eux-mêmes avaient appris à garder des secrets. Chaque chaise en bois semblait avoir entendu une centaine de confessions silencieuses. Dans un coin, Patricia était assise, immobile, les mains jointes, son index effleurant doucement l'endroit sur son poignet gauche où un vieux bracelet en métal lui avait autrefois éraflé la peau. Il n'y avait pas de soleil dehors, mais la lumière du jour filtrait quand même par la fenêtre, caressant sa joue avec une sorte de tendresse indifférente. Le silence était tel qu'on entendait l'encre couler de la plume de l'avocat sur le bureau. À chaque seconde qui passait, Patricia pensait à Lucia, au regard qu'elle avait jeté sur elle la dernière fois. Pas de reproches, pas de larmes, juste ses yeux qui demandaient silencieusement « Maman, tu vas vraiment partir ?» La porte s'ouvrit en grinçant légèrement, comme le fil d'une couture tendue. Martha Delgado entra, enveloppée dans un lourd manteau qui ne dissimulait pas l'épuisement qui se lisait dans ses yeux. Elle ne dit rien au début, se contenta de pousser un long soupir et déposa un épais dossier sur le bureau patiné, suffisamment près pour que Patricia comprenne, ce n'était plus sa seule décision. Ce document officialisera votre choix, si vous acceptez de témoigner. Le gouvernement vous accordera un changement de nom, une nouvelle identité et un déménagement en lieu sûr, loin de tout risque d'être retrouvé. Tout sera entièrement protégé. Personne ne saura que vous êtes venu ici. Patricia ne toucha pas au dossier. Elle le fixa comme s'il s'agissait d'une vieille blessure non cicatrisée.
Ses lèvres bougèrent et une douce question s'échappa. « Et ma fille ?» Martha leva lentement les yeux. Sa voix était posée, sans être dure, mais teintée de conviction. Lucia vit avec son père biologique grâce à une décision de justice provisoire. Cet homme construit un foyer paisible, sans cri ni ombre à la porte. Nous pensons que s'il existe un lieu où un enfant peut prendre un nouveau départ, c'est bien là. À cet instant, Patricia baissa la tête. Elle se doutait déjà de cette réponse, mais l'entendre à voix haute la rendit réelle. Le silence qui suivit lui sembla comme un couteau émoussé qui érodait ce qui lui restait de détermination. Un long moment s'écoula avant qu'elle ne relève la tête. Ses yeux n'étaient plus humides, comme avant. Ils étaient secs et lourds, comme s'ils avaient déjà pleuré à chaudes larmes dans des rêves que personne n'avait vus. « Si je me tais, dit-elle en tapotant doucement le bureau du doigt, en quoi suis-je différente d'eux? J'ai déjà assez fait souffrir ma fille. Cette fois, au moins, je dois faire ce qui est juste. » Martha n'a pas répondu. Elle a simplement sorti une enveloppe de la poche de son manteau et l'a placée à côté du dossier. « Voici les informations sur le programme de protection des témoins et une carte, » a-t-elle déclaré. « Nous pouvons vous aider à partir dès la fin de l'audience. Vous n'aurez pas à revenir. » Patricia hocha la tête. Elle ouvrit son sac, en sortit un petit carnet, déchira la dernière page et emprunta le stylo de Martha. Elle s'est assise et a commencé à écrire. Personne dans la pièce n'a rien demandé. On n'entendait que le léger grattement du stylo, comme si quelqu'un murmurait au passé. Quand elle eut fini, elle plia soigneusement la page. Elle ne l'a pas mis dans le dossier ni dans son sac à main. Elle le tendit à Martha et dit, « Je ne peux pas emmener ma fille avec moi, mais je veux lui laisser quelque chose. Quelque chose qu'elle trouvera quand elle sera assez grande pour comprendre. N'écris pas mon nom. » Martha prit la page et hocha simplement la tête. Elle a compris, il y a des amours qui n'ont pas besoin d'être signés pour brûler à jamais. Aucune preuve n'est nécessaire, seulement une chance de s'exprimer, même si ce n'est qu'en silence. Quelques jours plus tard, lorsque le vent avait cessé de hurler dans l'arrière-cour et que le crayon orange avait été à nouveau taillé, Lucia s'assit en silence à sa table à dessin. Elle était concentrée sur la finition d'une illustration qu'elle avait laissée incomplète. Alors qu'elle essayait d'ouvrir le tiroir qui se bloquait toujours, le craquement du vieux bois gémit comme un soupir ancien. Un petit papier plié en 4 tomba au sol, emporté par une douce brise qui passa à cet instant précis. Le papier était jauni, sans l'odeur du temps. Mais quelque chose dans la forme de l'écriture faisait que tout autour d'elle semblait s'arrêter. Autrefois, tu étais la seule raison pour laquelle maman essayait de survivre. Maintenant, j'espère juste que tu vivras sans avoir à essayer. Lucia ne savait pas qui avait écrit ces mots. Il n'y avait pas de signature. Aucun indice à deviner. Seule une écriture qui semblait étrangement familière. La petite fille fixait le mot maman. Comme si son cœur venait de battre en silence. Après un moment, sans dire un seul mot, elle plia soigneusement la note et la plaça dans sa boîte de crayons. Comme pour protéger un doux secret que personne d'autre n'était autorisé à toucher. Peut-être qu'au plus profond de son âme, elle a compris que l'amour n'a pas toujours besoin d'une réponse ou d'une présence constante. Parfois, il suffit que cela arrive au bon moment. C'était le cadeau final. L'adieu qui ne pouvait pas être annulé. Et dans cet instant fugace, alors que la lumière filtrait à travers les lattes de la fenêtre, tombant sur les lettres d'encre floue, Lucia sut qu'elle n'était plus la fille abandonnée. Elle était l'élue. Aimée de la manière la plus silencieuse qui existe. Parce que parfois, une mère ne peut pas marcher aux côtés de sa fille. Mais elle peut aplanir le chemin avec la foi et les bénédictions. Elle n'a pas besoin de laisser une trace sur papier. Il suffit que ce soit écrit sur le cœur. Les cloches de l'église ont sonné 3 fois. Bref, clair, comme un rappel que le temps n'attend personne. Le long du chemin pavé, les pas résonnaient les uns après les autres en direction de la mairie. Un bâtiment de couleur ivoire pâle, taché aux endroits où la peinture s'était écaillée. Les enfants couraient derrière de longs bancs, mais les adultes les arrêtaient de temps en temps, craignant qu'ils n'interrompent l'audience. Andrés marchait lentement à côté de Lucia. La fille portait une robe blanche avec une bordure bleu ciel. Ses cheveux ont été soigneusement tressés par Doña Elena. Mais ses yeux montraient encore une trace de confusion. Dans ses bras, elle tenait fermement un ours en peluche usé. Comme si c'était un bouclier invisible. Devant eux se trouvait une double porte. Grand, lourd. À l'intérieur, la pièce n'était pas grande,
mais la lumière qui traversait les barreaux en diagonale lui conférait une solennité inhabituelle. Au centre, une chaise en bois était placée devant la rangée de sièges où siégeait le Conseil de protection de l'enfance et le juge. Cette chaise était destinée à Lucia. Doña Elena lui tapota doucement l'épaule sans dire un mot. Elle lui a simplement lancé un regard chaleureux. Comme pour dire, vous n'êtes pas obligé de répondre parfaitement. Dites simplement ce que vous ressentez vraiment. Quelques instants plus tard, l'agent de protection de l'enfance a lu l'ouverture officielle de l'audience. L'air est devenu dense. Patricia était assise au 3e rang. Pas de maquillage. Ses cheveux attachés en arrière à la hâte. Ses mains étaient fermement jointes sur ses genoux. Son pouce appuyait fort contre son genou. Son regard perdu, on ne savait pas si elle regardait sa fille ou elle-même. Raphaël a été escorté à l'intérieur. Portant un uniforme gris clair. Toujours menotté. Il regarda autour de lui. Ses yeux se posèrent plus longtemps sur Lucia. Mais elle n'a pas tourné la tête. Le juge était un homme âgé avec une barbe blanche, taillée de près, sa voix était grave et calme. Avant de commencer les questions formelles, il a dit « Nous ne voulons pas seulement savoir quel endroit peut mieux prendre soin de Lucia. Nous voulons savoir quel endroit peut véritablement être un foyer pour l'âme d'un enfant. » Andrés resta silencieux. Ses mains posées sur ses genoux. Il n'a pas interrompu, n'a pas fait signe à sa fille. Il savait que si l'amour doit être forcé à être vu, peut-être n'est-il pas assez profond. Lucia a été invitée à s'asseoir seule. La chaise semblait trop grande pour sa petite silhouette. Ses pieds n'atteignaient pas le sol. Il se balançait doucement, sans le vouloir. Le fonctionnaire a lu la première question. « Lucia, tu veux vivre avec ta mère ?» Elle a levé la tête. Elle jeta un coup d'œil de côté à sa mère pendant une seconde. Puis il regarda droit devant lui. Elle n'a pas répondu. « Alors, tu veux vivre avec ton grand-père » fut la question suivante. Cette fois, Lucia prit une profonde inspiration. Elle baissa son regard sur ses genoux. J'ai serré fermement l'ours en peluche. Puis elle murmura. À peine audible. Je ne veux plus qu'on m'appelle la fille qui mange de la nourriture pour chevaux. Un profond silence remplit la pièce. Le juge leva les yeux. Mais je n'ai rien dit. Il a simplement écrit quelque chose sur la page devant lui et a fait un signe de tête vers un membre du personnel. Lucia a continué. Cette fois, sa voix est plus claire. Je ne sais pas quel endroit est le meilleur. Mais je sais lequel ne me fait pas me recroqueviller quand je dors. Celui où il m'appelle en Lucie, pas le fardeau de cette maison. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Je veux juste qu'il m'appelle Ante la fille qui a un papa, ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Patricia baissa la tête. Ses mains se crispèrent comme si elle essayait d'empêcher son corps de se briser. Raphaël détourna le regard. Ses yeux ne contenaient plus leur ancienne arrogance. Seulement quelque chose de plus proche de l'épuisement absolu. Après une heure de délibération, le représentant du tribunal a annoncé la décision. Andrés Romero a été reconnu comme tuteur légal de Lucia Romero González. Sa mère, Patricia, aurait des droits de visite sous la supervision d'un travailleur social pendant au moins les 2 prochaines années. Raphaël a été condamné à 6 ans de prison pour maltraitance d'enfants et fraude aux prestations sociales. Personne ne s'est manifesté pour demander la clémence. Lorsque la décision a été annoncée, personne n'a applaudi. Personne n'a pleuré. Il n'y eut qu'un moment de silence, où chaque personne devait faire face à son propre rôle dans la tragédie qui venait de se terminer. Lorsque Lucia a quitté son siège de témoin, elle n'a couru pour serrer personne dans ses bras. Elle n'a pas crié de joie. Elle ne regardait que sa mère. Patricia força un sourire. Ce n'était pas une journée heureuse. C'était un mélange amer de résignation et de gratitude. Comme si quelqu'un avait finalement décidé de protéger la fille à sa place. « Vas-y » murmura-t-elle, à peine audible. « Cette fois, je ne m'enfuirai pas. » Lucia n'a pas répondu. Elle hocha simplement la tête. Et prit la main d'Andrés avant de quitter la pièce. Dehors, il n'y avait pas de soleil. Seulement une douce brise. De quoi faire glisser doucement l'écharpe de Doña Elena sur le côté. Elle les attendait assises sur un banc, un pain fraîchement cuit enveloppé dans du papier journal dans ses mains. « C'est fini » demanda-t-elle en le voyant sortir. Andrés ne répondit pas, il hocha simplement la tête et caressa doucement le dos de Lucia.
Lucia prit le pain, le coupa en deux et offrit un morceau à Andrés. Papa, mange-le, c'est vraiment bon. Andrés l'a pris, mais n'a pas mangé tout de suite. Il regarda sa fille dans les yeux et il ne vit plus de peur dans ses yeux. Ce qu'il a vu était autre chose, l'acceptation. On dit que les familles parfaites n'existent pas, mais il existe des familles faites de morceaux réparés et de cicatrices qui sont encore assez fortes pour protéger une petite âme. Parce que parfois, un enfant n'a pas besoin d'un monde parfait, juste de quelqu'un d'assez calme pour s'asseoir à côté de lui, partager une demi-miche de pain et l'écouter sans l'interrompre. Le ciel n'avait pas de soleil, mais il ne pleuvait pas non plus. La ville entière semblait recouverte d'un voile gris argenté, doux mais porteur de quelque chose qui vous faisait hésiter avant de parler. Elena Vargas s'était réveillée plus tôt que d'habitude, assise sur les marches du porche, les mains occupées à tricoter une écharpe, les yeux fixés sur le bout du chemin de terre accidenté. Elle n'attendait personne, mais dans ses yeux brillait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être que lorsque vous vous habituerez à vivre dans la solitude, n'importe quelle personne qui entre dans votre vie pourra suffire à changer la couleur du ciel. À l'intérieur de la maison, Lucia essayait de plier son nouveau sac à dos. Ses petites mains étaient maladroites, chaque fois qu'elle fixait un côté, l'autre se défaisait, mais elle continuait patiemment, se mordant légèrement la lèvre, sans jamais se plaindre. Andrés se tenait tranquillement dans un coin de la cuisine, observant sans intervenir. Il savait qu'il y a des batailles dans l'enfance qui doivent aussi être menées seules, comme celles que les adultes ont traversées autrefois sans que personne ne leur demande jamais comment ils allaient. Lucia parlait sans tourner la tête. « Papa, j'ai cours de peinture aujourd'hui. » Andrés répondit doucement en plaçant la bouillotte dans la poche latérale enfilée de son sac à dos. « Alors n'oubliez pas de peindre uniformément et de ne plus tacher vos manches. » Lucia se tourna et sourit. Un sourire aussi faible que la brume matinale, mais suffisamment chaud pour faire fondre le froid invisible qui persiste encore dans la poitrine d'un père qui apprend à aimer à nouveau. À l'école, le léger tapotement d'un crayon résonnait contre le bord du bureau. Sur sa feuille de dessin, Lucia a utilisé un pinceau à poil doux pour peindre le cadre en bois d'une fenêtre en verre. Le professeur passa devant sa table et s'arrêta devant son tableau. Il n'y avait pas de château, pas de princesse, juste une maison à toit bas et 3 personnes dans la cour. Un homme entourait les épaules d'une fille de son bras, une femme tricotait une écharpe et Lucia elle-même brandissait un petit drapeau avec des lettres tordues sur lesquelles on pouvait lire « Ma maison ». Le professeur ne dit rien, posa simplement une main douce sur l'épaule de Lucia et continua son chemin. Dans cet instant fugace, la jeune fille sentit son âme s'élever comme une feuille tombant au bon moment. Ce soir-là, Elena a reçu une enveloppe scellée du palais de justice. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite, le laissant sur la table en attendant le retour d'Andrés. Lorsqu'il est arrivé, il a enlevé ses chaussures couvertes de poussière et Elena a simplement fait un geste des yeux vers l'enveloppe, sans un mot. Andrés a utilisé son canif pour ouvrir le bord. Le certificat de tutelle a été imprimé à l'encre noire claire, concis, sans félicitations ni sentiments. Mais pour lui, c'était le premier document depuis qu'il avait quitté l'armée qui faisait trembler sa poitrine de quelque chose de tendre. Elena hocha la tête et leva sa tasse de thé pour prendre une gorgée. Avant, tu avais peur des bombes et des balles, dit-elle, maintenant, rien que de te rappeler à quelle heure aller chercher la fille, tu transpires. Andrés a éclaté de rire. Pour la première fois depuis des années, son rire venait sans tout, sans peur. Lucia s'est enfuie de sa chambre avec une carte en carton faite à la main. Papa, demain c'est mon tour d'être le compteur de la classe. Andrés s'assit, les bras grands ouverts. Alors ce soir, tu me raconteras l'histoire en premier, d'accord? Le dîner était simple. Elena a préparé une soupe à la citrouille avec un peu de riz gluant et du fromage râpé. Lucia mangeait sans chichi, mais entre 2 cuillerées, elle jetait un coup d'œil en coin à Andrés, comme pour s'assurer que son père assis à côté d'elle était toujours réel. « Grand-mère » demanda doucement Lucia en posant sa cuillère, « quand je serai grande, est-ce que je devrais partir ?» Elena mit de côté l'écharpe qu'elle tricotait et répondit sans hésitation. « Tu peux aller loin, mais si les mots « ma maison » vivent encore dans ton cœur, alors tu n'es jamais vraiment parti. » Lucia hocha la tête, puis regarda Andrés. « Et toi, qu'en penses-tu, papa ?» Andrés n'a pas répondu tout de suite. Il regarda sa fille, posa doucement sa main sur la table. « Autrefois, je suis parti si loin que j'ai oublié comment revenir, mais maintenant je suis là. Alors si un jour tu en as besoin, je serai celui qui gardera la clé et t'attendra, toujours. » Lucia ne dit plus un mot, baissa simplement la tête et continua à manger son porridge à moitié refroidi.
Cette nuit-là, alors qu'ils étaient tous les trois assis sur le porche, Elena a commencé à raconter des histoires de sa jeunesse. Elle a raconté comment elle était tombée amoureuse d'un homme qui faisait le commerce des chevaux et comment elle avait été abandonnée au milieu du champ sans un seul mot d'adieu. Elle parlait sans tristesse, comme si elle s'était habituée depuis longtemps au fait que les bonnes personnes sont souvent laissées pour compte sans explication. Andrés était assis à côté d'elle, les yeux rivés sur l'arrière-cour où Lucia jouait avec une petite lampe de poche. Son faisceau vacillant éclairait la vieille clôture en bois, dessinant des formes qui ressemblaient aux fenêtres rondes d'un château. Lucia courut vers lui, s'assit à côté de lui et soupira doucement. « Papa, j'ai déjà dessiné une maison avec 3 personnes, mais maintenant je veux dessiner un château. » Andrés la tira contre lui effleurant doucement l'épaule. « Et où veux-tu que ce château soit ?» Les yeux de Lucia brillaient lorsqu'elle répondit. « Dans un endroit où quelqu'un attend mon retour, où il y a un endroit pour accrocher le châle de grand-mère et une chaise en bois rien que pour toi. » Andrés s'arrêta un instant. Puis il dit, « Alors je pense que nous avons déjà construit ce château, n'est-ce pas ?» Tard dans la nuit, l'air était vif. Elena a mis Lucia au lit, puis est retournée au salon. Andrés était toujours assis au même endroit, tenant le dessin de sa fille dans ses mains. Sur un fond bleu, il y avait une maison avec 3 personnes, et au loin, un château ombragé de lilas doux, légèrement incliné, avec un drapeau flottant. Ce drapeau avait 2 mots écrits dessus, « Espoir ». L'espoir n'est pas quelque chose que l'on tient dans les mains, c'est quelque chose que l'on porte avec foi, au plus profond du cœur. Et depuis cette nuit-là, même si le toit fuyait encore et que la clôture se balançait encore, dans cette petite maison, un véritable château existait désormais. Pas un fait de briques, mais d'amour. Il y a des larmes qui ne coulent pas de tristesse, mais de quelque chose à l'intérieur qui se brise. Un sentiment que seuls ceux qui ont perdu puis retrouvé peuvent vraiment comprendre. Nous venons de traverser une histoire où peut-être, en silence, quelqu'un s'est vu refléter. Peut-être dans la figure de la petite Lucia, dans la culpabilité silencieuse d'un père, ou dans le regard reconnaissant de grand-mère Elena envers les jours qui lui restent encore. Cette histoire n'a pas besoin de couteau ni de verdict, car ici, la justice vient du cœur. Ceux qui agissent avec cruauté reçoivent finalement ce qu'ils méritent, comme le grand-père Raphaël, qui pensait qu'un enfant silencieux ne serait jamais entendu. Mais tout ce qui naît du cœur finit par retrouver son chemin. Et les bons, ils n'ont pas besoin de parler. Parce que leurs actions sont la voix la plus forte, un châle tissé par une nuit froide, une main qui noue la chaussure d'un enfant ou simplement la tête d'un enfant posée sur l'épaule de son père suffisent à construire un château que personne ne pourra jamais démolir. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a fait croire que la gentillesse existe encore? Vous êtes-vous déjà demandé, si j'étais Lucia, aurais-je le courage de croire à nouveau en l'amour? Merci d'être resté jusqu'à la toute dernière seconde. Si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, triste ou si vous souhaitez simplement que quelqu'un vous demande comment vous allez, vous êtes toujours là et je vous écoute toujours. Êtes-vous d'accord? Laissez un amen si vous croyez toujours en la gentillesse.